Salut, c'est Alain. Bon les amis, il faut qu'on parle. Je suis désolé, je vais vous faire du mal. Enfin, aux mecs surtout. En cassant sans doute votre rêve le plus fou. Ce qui vous a toujours donné envie d'être un seigneur au Moyen-Âge, plus que la chasse ou la baston. Les amis, soyez forts. Le droit de cuissage, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Oui, je sais, c'est dur. Le droit de cuissage, ou droit de la première nuit, pour ceux qui feraient semblant de ne pas savoir, c'est ce droit du seigneur de coucher avec les épouses de ses vassaux à l'occasion de leur nuit de noces. C'est quelque chose de soi-disant tout à fait légal, officiel et accepté même par l'Église, qui y a d'ailleurs intérêt puisque les autorités ecclésiastiques sont eux-mêmes des seigneurs. C'est bien évidemment une légende. Vous imaginez si ça avait vraiment existé? On n'aurait pas attendu le XVIIIe siècle pour avoir une belle révolution. Il n'y a qu'à voir comment ça énerve Mel Gibson dans Braveheart. Du coup, c'est pas ça qui a été à l'origine de la révolte de William Wallace et de la quête d'indépendance des Écossais. Mais bon, ça, on pouvait s'en douter. Je viens faire valoir mon droit privilège de prima nocte. En tant que seigneur de ces terres, je vais bénir ses épousailles en prenant dans mon lit cette jeune pucelle pour la première nuit de ses noces. Alors déjà, il faut revenir un peu sur la notion de mariage, qui n'a pas vraiment le même sens qu'aujourd'hui. Encore qu'aujourd'hui, il n'a pas vraiment le même sens pour tout le monde. Et on peut dire qu'il est en pleine mutation. Mais bon, c'est pas le sujet. D'après le dictionnaire, un mariage, c'est un acte par lequel deux personnes établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par un code civil et ou religieux. Bien, c'est donc un acte, au sens juridique du terme, assorti d'un cadre, de règles définissant les modalités dans lesquelles l'union va s'exercer. En français, c'est un contrat. Aujourd'hui, nous considérons que dans ces règles figurent autant que possible de l'amour, de la fidélité, de l'exclusivité. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est construit au fil des siècles, sous l'influence notamment de l'Église chrétienne. Mais au Moyen-Âge, il en va tout autrement. Depuis l'Antiquité, il est d'abord vu comme un contrat entre deux familles, un moyen d'assurer une stabilité sociale, mais aussi économique et politique. Ce n'est pas pour rien que les grands actes politiques, comme la conclusion d'une paix avec des peuples ou des familles ennemies, étaient généralement assortis d'une alliance matrimoniale. Par exemple, le mariage de Rollon, premier duc de Normandie, avec une fille de Charles le Simple, ou Clovis, avec la fille du roi des Burgondes. La mariée est presque plus une otage, comme ça se fait beaucoup à ce moment-là, qu'une bien-aimée tendrement chérie. L'amour, avec un grand A, n'a rien à faire là-dedans, même si l'on connaît des cas où une réelle affection existait entre les époux, comme dans le cas de Philippe Auguste et Agnès de Méranie, dont le mariage faillit coûter très cher au royaume de France. Je vous raconte tout ça pour bien situer le cadre social dans lequel se situe la question du droit de cuissage. Au Moyen-Âge, on ne peut pas dire que les époux soient attachés l'un à l'autre et qu'ils s'aiment d'amour tendre. L'influence de l'Église chrétienne va progressivement changer tout ça afin de donner au mariage le sens d'attachement profond que nous lui connaissons habituellement aujourd'hui. Mais n'oublions pas qu'il ne devient un sacrement qu'à partir du Concile de Latran en 1215. Je ne veux évidemment pas dire qu'un jeune marié était prêt à prêter sa toute nouvelle épouse à son supérieur hiérarchique dès le soir de ses noces. Il ne faut pas exagérer, ne serait-ce que pour des questions d'ego, mais il est fort probable qu'il n'avait pas particulièrement d'attachement pour elle. Bon alors du coup, ça rend le droit de cuissage crédible ou pas ?
Finalement, ça vient d'où cette histoire? Je sais bien que les histoires de fesses, ça a toujours fait fantasmer tout le monde, mais quand même, ça n'a quand même pas été inventé de toutes pièces. Peut-être le moment est-il bien choisi de réinstaurer une très ancienne coutume. Accorder aux nobles la prima nocte. La première nuit. À chaque fois qu'une villageoise habitant sur leur terre se mariera, nos nobles pourront exercer un droit de cuissage sur la pucelle durant la nuit de ses noces. De fait, il y a des textes qui semblent attester de l'existence d'un tel privilège dans l'Antiquité et au Moyen Âge. On retrouve ainsi la mention de mots équivoques comme culage ou même braconnage, comme dans cette reconnaissance féodale de 1228 qui dit « Et moi, sire de Mareuil, peux et ai le droit de braconnage sur filles et fillettes en ma seigneurie s'y se marient. » Et c'est aussi un document judiciaire daté de 1302 et reconnaissant le droit de défloration au seigneur de Blanquefort, duc de Guyenne, et bien d'autres du même genre. Sauf que ces textes, nous ne les connaissons qu'à travers des écrits datant au mieux du XVIIe siècle et des siècles suivants. Une époque où un a priori négatif était systématiquement collé à la notion de Moyen Âge. Ce document, à propos du duc de Guyenne, par exemple, a été clairement identifié comme un faux grossier forgé par Jean Florimond Boudon de Saint-Amand, rien que ça, juste après la Révolution française. Quant aux autres documents, ils ne parlent pas à proprement parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de cuissage. Et ces mots, braconnage et culage, sont mal interprétés et correspondent en fait à toute autre chose. On va en reparler. Toute cette invention du droit de cuissage naît donc en fait au XVIIIe siècle, à cette époque qu'on qualifie habituellement des Lumières. Sur ce sujet, on ne peut quand même pas dire qu'ils aient été très éclairés. Mais bon, le mot même de cuissage est né sous la plume de Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, où il lui dédie un article qui dit, je cite, « Il est étonnant que dans l'Europe chrétienne, on ait fait très longtemps une espèce de loi féodale et que du moins on ait regardé comme un droit coutumier l'usage d'avoir le pucelage de sa vassale. La première nuit des noces de la fille du vilain appartenait, sans contredit, au seigneur. » En fait, le mot est attesté avant cela, mais avec un sens totalement en dehors du contexte sexuel. Selon certains historiens, il serait relatif à la cuisson du pain. Rien à voir. Et Beaumarchais enfoncera le clou avec cette pièce admirable, mais complètement à côté de la plaque d'un point de vue historique, Les Noces de Figaro, et dont le sujet même est la dénonciation des privilèges aristocratiques, et notamment le droit de cuissage que veut exercer le comte Almaviva sur la jeune Suzanne, fiancée de Figaro, le barbier de Séville. La pièce, sortie en 1778, l'année même de la mort de Voltaire, aura un immense succès. Elle servira même de trame à un opéra de Mozart en 1789 et appuiera très clairement l'idéologie révolutionnaire de purification d'une société corrompue et décadente du fait d'une noblesse perverse, luxurieuse, avide, et j'en passe. Cette quête de la vertu est finalement l'aboutissement d'une démarche initiée à la Renaissance, notamment avec l'éclosion du protestantisme et son désir de purification de l'Église catholique, qui avait abouti à ce rejet des siècles passés, cette époque qualifiée de Moyen Âge. Et bien évidemment, au XIXe siècle, Michelet en rajoutera une couche dans son ouvrage « La sorcière ». Je cite, « Le seigneur ecclésiastique, comme le seigneur laïque, a ce droit immonde. Dans une paroisse des environs de Bourges, le curé, étant seigneur, réclamait expressément les prémices de la mariée, mais voulant bien en pratique vendre au mari pour argent la virginité de sa femme. »
Michelet, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, ne rate jamais une occasion de dénigrer le clergé et la noblesse, qu'elle soit royale ou d'empire. Ceci dit, il donne là un détail particulièrement intéressant et qui donne un certain nombre de clés pour comprendre d'où vient la légende du droit de cuissage. La notion de vente au mari de la virginité de sa femme. Car il est bel et bien question d'argent au moment d'un mariage, d'une redevance à payer. Non pas en échange de la virginité de l'épousé, ça va de soi, mais pour différentes choses. Et là, on en revient à ces notions de braconnage et de culage, de marquette aussi, dont on parlait plus tôt et qui sont bien présentes dans certains textes médiévaux. Le culage, tel que décrit dans un ouvrage de 1733, c'est, je cite, « un tribut qui doit être versé au seigneur par les sujets qui contractent mariage ». Il reprend de fait une définition donnée par un document de 1235 qui dit que quand un vilain marie sa fille hors du village, il doit 3 sous de culage. Rien de sexuel là-dedans. Et pas d'argent contre l'abandon de ce droit de cuissage. Il s'agit juste d'une taxe à régler lors d'un mariage. Les taxes, magnifiques. Mais plus précisément, ce qui est important dans ce texte de Fécamp, ce sont les mots « hors du village ». Car dans la société féodale, les personnes, et en particulier les serfs, en tant que main-d'œuvre, sont considérées comme des unités négociables et monnayables. Alors, une personne qui quitte le service de son seigneur pour un autre, à l'occasion de son mariage par exemple, lui doit compensation. C'est ce qu'on appelle le fort mariage, un dédommagement financier pour compenser la perte d'une force vive. Alors ça, c'est durant la période féodale. Mais la fin du Moyen-Âge héritera, semble-t-il, d'une pratique assez similaire, non plus due au seigneur, mais due au village même, quitté par le jeune ou la jeune mariée. C'est ainsi qu'une lettre de rémission nous raconte comment en 1391, une bagarre éclate dans un village de Haute-Marne quant aux bénéficiaires du droit de culage dû par le marié et qui aurait dû revenir au groupe de célibataires du village même. Là encore, pas question de rapport sexuel, ni même de seigneurs pervers et abusifs. Et puis, il y a une autre pratique, dictée par l'Église, prônant la pureté et la chasteté le soir des noces, dans le but d'honorer la bénédiction nuptiale reçue du prêtre. Ce précepte, qui se développe à partir du 7e siècle, qui lui invente au passage une origine antique, lors du concile de Carthage en 398, peu importe, deviendra au final la recommandation d'une séparation de 3 jours entre la bénédiction nuptiale et la consommation du mariage. Alors cette pratique était loin d'être systématique. Mais d'une part, dans ce contexte, on imagine mal comment l'Église aurait toléré une pratique tolérant une agression sexuelle le soir des noces. Et d'autre part, vers la fin du Moyen-Âge, à une époque où l'Église a un peu trop l'habitude de monétiser la rédemption de ses ouailles, on peut imaginer qu'il ait été possible d'accélérer les choses en faisant généreusement un don au clergé. Pour preuve, cet arrêté de la Cour de justice en 1409, où l'évêque d'Amiens est débouté de son droit de percevoir une amende des nouveaux mariés, qui peuvent donc coucher ensemble sans son autorisation et sans avoir à observer les fameuses nuits d'abstinence. En français, il a pu exister une sorte de taxe versée par les jeunes mariés à l'Église pour pouvoir coucher ensemble sans attendre les 3 jours fatidiques. Ce n'est pas franchement moral, mais ce n'est pas le droit de coucher avec la mariée la première nuit. Bon, je crois que vous l'avez compris, ce droit de la première nuit, droit de cuissage ou de culage, n'existe pas plus que la mythique ceinture de chasteté. Tout cela n'est que manipulation de la période révolutionnaire pour discréditer l'aristocratie et l'Ancien Régime. La soi-disant perversité des seigneurs médiévaux est ainsi opposée à la pure vertu du peuple. Ce système sera réutilisé plus tard, jusqu'à nos jours.
Ceci dit, ce droit de cuissage, s'il est un fantasme, s'inscrit malgré tout dans une problématique qui, elle, est parfaitement réelle, le harcèlement sexuel. Au Moyen-Âge, l'opposition de classe, entre seigneurs et gens ordinaires, a certainement dû générer une certaine violence sexuelle, élément parmi d'autres de l'attitude prédatrice de certains puissants. Il est facile de trouver des traces de seigneurs subornant servantes et paysannes de leur domaine. Comme cette histoire racontée par saint Odon, abbé de Cluny, où le futur saint Géraud d'Aurillac, au IXe siècle, joue de son autorité pour tenter de séduire, comprendre coucher avec, une jeune paysanne, mais où Dieu contrarie ses projets en enlaidissant la jeune fille. Ouais, bon. Toujours est-il que c'est de l'abus de pouvoir, du harcèlement, mais ce n'est pas légal. Jamais il n'a existé de droit, au sens légal du terme, d'obliger une femme, pas plus qu'un homme évidemment, à coucher avec quelqu'un sous prétexte qu'il est le seigneur des lieux. Le droit de cuissage, ius primae noctis, ça n'a jamais existé. Et ça ne justifie aucun harcèlement sexuel.